Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui mardi 25 août 2026 et notre cher ami, le professeur Melendez, est avec nous. Bienvenue, professeur. Merci Nima. C'est toujours un grand plaisir de participer à votre émission et de m'adresser à votre excellent public. Permettez-moi de commencer par ce qui s'est passé hier. Scott Bessent est intervenu pour parler du jour J. Aucune nouvelle sanction n'a été annoncée hier. Un sénateur s'est rendu en Iran et s'est entretenu avec des responsables iraniens. Dites-nous ce qui se passait hier et ce qui se passe en ce moment. Eh bien, j'ai regardé le ciel toute la journée. J'attendais que des parachutistes atterrissent, que des navires prennent le contrôle, viennent débarquer des troupes, amènent des soldats pour prendre la côte et avancer vers la capitale. Et ensuite, nous aurions tous agité le drapeau américain. Mais vous savez, ça ne s'est pas produit. Donc on est revenu à la normale. Ce qui s'est réellement passé, Nima, c'est que les États-Unis se sont humiliés. Je veux dire, il ne fait aucun doute que les États-Unis vont essayer de faire pression sur les pays voisins. Et c'est ce qu'ils font. Des pays, je ne veux pas les nommer, mais ils veulent faire pression sur l'Iran. Et ils font pression sur les pays voisins et les pays amis. Quoi qu'ils essayent de faire, de toute évidence, cela ne correspond absolument pas aux affirmations qu'ils ont faites sur ce qui allait se passer, sur la manière dont l'Iran allait s'effondrer et se désintégrer. De toute évidence, ce qu'il a dit hier ne correspondait pas aux affirmations qu'ils ont faites ces 2 dernières semaines. Et cela, en soi, affaiblit les États-Unis. Parce que cette aura de puissance, ce sentiment de puissance que les États-Unis se sont créés, quand tout cela s'effondre, le pays s'en trouve affaibli. Donc, lorsque les États-Unis ont attaqué l'Iran, des gens partout dans le monde s'attendaient à ce que l'Iran s'effondre. Mais l'Iran a tenu bon. Non seulement il a survécu, mais il a gagné la guerre. Aujourd'hui, l'armée américaine est donc perçue comme faible et inefficace. Les États-Unis, alors même que l'Iran subit depuis des décennies des sanctions de pression maximale. Trump est arrivé en disant « Nous allons les démolir » et Bessent a dit « Nous allons les écraser ». Puis il est apparu clairement qu'il n'y avait pas grand-chose qu'il pouvait faire. Mais malgré tout, partout dans le monde, les gens espéraient peut-être qu'il pourrait sortir un lapin de son chapeau, qu'il aurait peut-être des ingrédients secrets à combiner pour en finir avec l'Iran. Mais lorsqu'ils ont vu qu'il s'agissait au fond de la poursuite des sanctions qui existent déjà, et bien sûr, comme je l'ai dit, ils vont accentuer la pression et essayer de créer davantage de difficultés pour l'Iran. Mais malgré tout, ce ne sera en aucun cas un élément qui changera la donne. Et donc, partout dans le monde, les gens vont se dire « Waouh, les Iraniens ont résisté à leur armée. Les Iraniens ont résisté à tout. Vous savez, à tout ce que les Américains pouvaient leur lancer sur le plan militaire. » Et maintenant, ils ont réussi à résister à tout ce que les Américains peuvent leur infliger sur le plan économique. Cela affaiblit les États-Unis. Donc, même si je pense que l'Iran connaîtra certaines difficultés dans les semaines à venir, ce ne seront pas du tout les difficultés que Trump, Bessent et d'autres tentaient de faire croire qu'ils allaient provoquer. Je pense donc que c'était une décision insensée. Tout comme la guerre était insensée, ceci l'est aussi. Et les Iraniens vont intensifier leur pression. Nous en avons déjà parlé. La nomination du général Rezaei à la présidence du Conseil suprême de sécurité nationale envoie un message fort. L'Iran va se montrer plus dur envers les États-Unis. S'il frappe, l'Iran ripostera plus durement. L'Iran agit ainsi depuis 6 mois. Nous l'avons vu sur le champ de bataille. Mais je pense que ce que nous allons voir désormais sera encore plus puissant. L'Iran va adopter une posture encore plus affirmée envers les États-Unis et leurs alliés.
Donc, si les États-Unis nuisent à l'Iran, l'Iran nuira aux États-Unis. Et les Iraniens nuiront aux alliés des États-Unis, parce que tous ces pays de la région qui ont coopéré avec les États-Unis sont complices de cette guerre. Ils agissent comme des ennemis de l'Iran. Et s'ils continuent à y participer, surtout à cette guerre économique, ils seront traités comme des ennemis de l'Iran. Les Émirats doivent donc être très prudents. Le régime qatari doit être très prudent, et ainsi de suite. Qatari regime should be very careful, and so on. But in any case, Mais quoi qu'il en soit, d'après ce que j'ai compris, le déplacement de la délégation pakistanaise a été positif. Et les Iraniens ont été très clairs. En ce qui concerne les États-Unis, ils doivent remplir leurs obligations. L'Iran ne cherche pas à trop jouer ses cartes. L'Iran ne va pas trop jouer ses cartes. Mais l'Iran a une main très forte, pour reprendre une terminologie occidentale. Je ne joue pas au poker ni à ce genre de choses. Mais nous avons vu le docteur Babaei dire l'autre jour que nous sommes désormais de bons joueurs d'échecs et que nous sommes aussi bons au poker et que nous combinons les deux. Je ne connais pas grand-chose au poker. Je n'y connais même rien. Mais l'Iran a une main très forte. Il ne va pas trop jouer ses cartes, mais il a beaucoup de choses à faire. Il a beaucoup de moyens d'action. Ce que veut l'Iran, c'est l'application intégrale du protocole d'accord, tel que l'Iran l'interprète. Autrement dit, nous en avons déjà parlé à propos de l'article 1er, le Liban et les autres fronts. Or, les Iraniens sont très clairs sur ce que recouvrent ces autres fronts. Je le dis dans votre émission depuis le premier jour, depuis la signature du protocole d'accord. Pour l'Iran, cela signifie Gaza. Cela signifie la Palestine. Mais l'Iran est allé encore plus loin. Il inclut l'Irak et le Yémen, aux côtés de la Palestine et de Gaza en particulier. Et il y a d'autres éléments dans le protocole d'accord que votre public connaît très bien. Je ne veux pas l'ennuyer avec ça. Mais l'essentiel, c'est que l'Iran va insister. Évidemment, ce serait humiliant pour Trump d'appliquer ce protocole d'accord parce qu'il n'a jamais eu l'intention de le faire. Il l'a signé, mais il n'a jamais eu l'intention de l'appliquer. Il l'a violé dès le début. Mais au final, pour l'Iran, cela s'est produit. Et qu'il le fasse officiellement ou officieusement, qu'il applique concrètement le protocole d'accord tout en prétendant faire autre chose, l'Iran s'en moque. Les avoirs iraniens volés doivent être restitués. L'Iran exigera que les Américains mettent fin aux guerres dans toute la région. La guerre doit prendre fin, et ainsi de suite. Toutes ces choses doivent se produire. Tous les éléments du protocole d'accord doivent être mis en œuvre pour qu'il y ait normalisation. Et l'Iran n'acceptera pas de promesses. La balle est donc dans le camp de Trump. Et les Iraniens savent que les élections de mi-mandat sont dans 2 mois et demi et que chaque jour qui passe, avec un marché obligataire volatile, une monnaie japonaise sous pression et une opinion publique américaine qui se détourne de Trump. Chaque jour qui passe et que cette guerre continue, c'est une mauvaise nouvelle pour Trump. L'Iran le sait, donc il en tirerait évidemment avantage. Et Trump ne peut rien y faire. Il n'y a rien qu'il puisse faire. Donc, la seule voie possible pour Trump, c'est d'appliquer l'accord. Il n'est pas obligé de le faire officiellement, mais il peut le faire. Il peut prétendre qu'il a gagné la guerre. Ou il peut dire que les Iraniens lui ont promis monts et merveilles et que c'est pour ça qu'il va lever le siège et restituer les avoirs iraniens. Parce que voler des avoirs, ce n'est pas bon pour le dollar américain, ou peu importe. Il a obtenu de vous ce qu'il voulait. Il peut dire tout ce qu'il veut et prétendre être le grand dirigeant des États-Unis. Mais l'Iran devra voir les forces américaines se retirer. L'Iran devra voir le régime israélien se retirer de Gaza et mettre fin au génocide, se retirer du Liban et mettre fin aux destructions. Chaque jour, ils tuent des gens au Liban, des adolescents, des jeunes à moto. Ce ne sont qu'une bande de, vous savez,
criminels, c'est sioniste. Et Gaza, c'est tout simplement horrible. Vous savez, rien qu'hier, un tireur d'élite a tiré sur une fillette de 10 ans, à la tête ou dans le dos, alors qu'elle mangeait dans sa tente. Je veux dire, il faut maîtriser ces animaux vicieux. Voilà donc ce qu'attend l'Iran. Alors, les gens en Occident diront peut-être, ce sont de grosses exigences. Oui, elles le sont, mais ce sont des exigences. Et le génocide, si c'est quelque chose que les gens en Occident ou les élites occidentales ont du mal à accepter, eh bien qu'importe, il faut que cela arrive. Le génocide doit cesser. Les exigences iraniennes sont donc claires, et l'Iran se moque que Netanyahou refuse de le faire. Ce n'est pas notre problème. Vous voulez que le détroit d'Ormuz reste ouvert? Vous voulez revenir à une vie normale? Arrêtez de tuer des enfants. C'est assez simple. Encore une fois, comme je l'ai dit, pour les élites occidentales, c'est inacceptable. Les Israéliens devraient avoir le droit de tuer des enfants. Pourquoi pas? Ces diplomates occidentaux, ces journalistes occidentaux, ils ont l'habitude de voir les Israéliens tirer sur des enfants et bombarder des enfants. Nous, on ne peut pas s'y habituer. Désolé, on ne peut pas s'y habituer. Ça doit cesser. Donc si vous voulez que vos économies reviennent à la normale, vous devez arrêter de tuer des enfants. C'est assez simple. Alors, voilà où nous en sommes, Nima. Voilà où nous en sommes. L'Iran a de solides atouts. Et oui, son économie souffre. Et oui, ce sera difficile. Mais l'Iran est très confiant dans sa capacité à résister à toutes les pressions que les Américains lui imposeront. Et l'Iran est capable d'accroître la pression sur les États-Unis et leurs alliés. Les alliés des États-Unis dans le Golfe Persique sont plus faibles et plus vulnérables que beaucoup de gens en Occident ne semblent l'admettre. Si cette situation se prolonge encore longtemps, on ne sait pas ce qui arrivera au Koweït, à l'Arabie Saoudite, au Qatar, à Bahreïn et aux Émirats. Ce ne sont pas des pays puissants, ce sont tous des États policiers, ce sont tous des dictatures. Mais cet ancien mode de vie qui existait a disparu. Le statut mondial qu'ils avaient réussi à se créer a disparu. La richesse qu'ils avaient autrefois n'est plus là. Et simplement pour se maintenir à flot, ils vont devoir vendre des obligations et retirer de l'argent des États-Unis. Je ne pense pas que les Américains les laisseront faire, parce que cela déstabiliserait le marché obligataire. Cela déstabiliserait l'économie américaine. Le Japon est déjà assez problématique, et les autres crises le sont déjà assez. Le fait que ces régimes ne contribuent plus au marché obligataire et au marché boursier des États-Unis à cause de la guerre à laquelle ils ont participé est déjà assez problématique. Donc, s'ils ne peuvent pas retirer leur argent, ils vont avoir de sérieux problèmes. S'ils le retirent, ce sont les États-Unis qui vont avoir des problèmes. Dans tous les cas, l'Iran dispose d'un important moyen de pression. Et encore une fois, l'Iran n'a pas l'intention d'aller trop loin. L'Iran ne veut pas de guerre sans fin. Il veut que la région retrouve la stabilité et le calme. Il veut que le commerce soit normalisé dans le Golfe Persique. Il veut que le détroit d'Ormuz devienne un centre d'affaires et de commerce. Mais Trump a signé le protocole d'accord et il doit être pleinement mis en œuvre, que ce soit au nom de ce protocole d'accord ou d'une autre manière. C'est ce qui s'est passé. Nous avons eu la réaction des responsables qataris. Ils ont déclaré que ces sanctions sont unilatérales et que le Qatar soutient les efforts de médiation pour résoudre les problèmes. Et je pense qu'il est très important que le Qatar s'exprime de cette manière. Pensez-vous que le Qatar pourrait, d'une manière ou d'une autre, après tout, vous avez mentionné tous ces pays du CCG, lequel coopèrent totalement, jusqu'à présent, avec les États-Unis, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar. Malgré le fait qu'ils aient déclaré privilégier une forme de médiation plutôt que d'entrer dans une guerre économique,
car personne ne tirerait bénéfice d'une guerre économique contre l'Iran. Et nous connaissons le cas du détroit d'Ormuz. Le Qatar a été l'un des pays qui ont aidé les États-Unis à créer ce corridor qui a conduit à la reprise de la guerre. Le Qatar a contribué à saper le protocole d'accord. Comme les autres, le Qatar a joué son rôle dans la reprise de la guerre. Et pendant que vous et moi parlons, il y a des avions américains au Qatar, notamment des avions de ravitaillement. Pourquoi sont-ils là? Pour que si les États-Unis veulent reprendre les bombardements, ou si le régime israélien le veut, les avions israéliens et américains puissent être ravitaillés par ces avions. Le Qatar est donc prêt à aider à tuer davantage d'Iraniens. Et ces avions utiliseront du carburant d'aviation qatari. Les bases sont financées par le Qatar. C'est aussi le cas ailleurs. Puisque vous avez cité le Qatar, je dis simplement ceci. Ils participent tous à cet effort de guerre. Donc, s'ils veulent vraiment voir le point de vue de Téhéran changer, ils savent ce qu'ils ont à faire. Mais ils ne peuvent pas faire comme si nous étions ignorants. Alors Al Jazeera, Al Arabi, tous ces autres médias et toutes ces personnes financées par le Qatar. Le Qatar finance énormément de gens en Turquie, en Europe, en Occident et dans le monde arabe. Ils possèdent des médias, ils financent des médias. Ils possèdent des centres, ils financent des centres religieux, des centres wahhabites, des centres salafistes. Le Qatar peut diffuser le récit qu'il veut. L'Iran s'en moque. Ce sont les faits sur le terrain qui doivent changer. Comme je l'ai dit à propos de Trump, Trump peut faire comme s'il n'appliquait pas le mémorandum d'entente. Ou il peut prétendre que l'Iran a accordé ses concessions secrètes et que c'est pour cela qu'il va appliquer le mémorandum d'entente. Pour nous, ça ne change rien. Il peut dire ce qu'il veut. Ce qui compte, c'est qu'il remplisse ses obligations. Ce qui est important, c'est que le Qatar, l'Arabie saoudite, les Émirats, Bahreïn, le Koweït, Oman, la Jordanie s'abstiennent d'aider le régime israélien et les États-Unis. De notre point de vue, ils sont tous, enfin, pas seulement de notre point de vue. Objectivement, ils sont tous dans le camp Netanyahou-Trump. Ils aiment peut-être pas y être, ils y sont peut-être sous la contrainte. Peu nous importe. C'est comme quelqu'un qui fait partie d'un gang, qui tue des gens, puis l'un d'eux dit « j'ai été forcé de le faire ». Peu importe, vous étiez là. Vous faisiez partie de l'agression. Vous avez aidé à tuer des gens. Vous êtes un ennemi. Alors s'ils veulent provoquer un vrai changement, ils savent que cela doit se voir dans leurs actes, pas dans une déclaration du ministère des Affaires étrangères. Ça ne suffit pas. Pensez-vous que l'Iran et le Pakistan se dirigent vers une forme d'accord de sécurité à cause de leurs frontières, à cause du Baloutchistan? Et il n'est pas seulement question de la frontière. Il s'agit aussi de la manière dont la guerre a d'une certaine façon changé les relations entre l'Iran et le Pakistan. Et si c'est le cas, est-ce que cela va amener les deux pays à une nouvelle compréhension mutuelle? Eh bien, le Pakistan, je veux dire, les peuples iraniens et pakistanais entretiennent une longue relation historique. Donc, en général, les Iraniens apprécient les Pakistanais, les gens au Pakistan, et c'est réciproque. Le peuple pakistanais a une relation très étroite avec l'Iran. Mais le gouvernement pakistanais a toujours eu des relations très étroites avec l'Arabie saoudite, pour des raisons évidentes, et bien sûr avec les États-Unis. Le Pakistan a toujours été proche des États-Unis. Le gouvernement est proche des États-Unis, et cela a empêché certains projets. Par exemple, le projet gazier entre l'Iran et le Pakistan, qui aurait pu avoir d'énormes conséquences pour l'économie pakistanaise. Les Américains l'ont bloqué. Ce n'est qu'un exemple. Mais aujourd'hui, à cause de la situation, le Pakistan a besoin de l'Iran. Cela crée donc un contexte propice
à une coopération accrue de part et d'autre de la frontière. Exportation d'énergie, importation via le Pakistan. Aujourd'hui, les deux parties ont davantage intérêt à coopérer. Et je pense que c'est important. Et ce le sera dans les jours, les semaines et les mois à venir. Et espérons-le, dans les années à venir. Mais les Américains et les Saoudiens n'aiment pas ça. Cela dit, je pense qu'avec le temps, si les États-Unis et l'Arabie saoudite poursuivent ces politiques, leur influence diminuera. L'Arabie saoudite pourrait ne pas survivre. Et cela fait longtemps que je le dis. Vous savez, si les Américains avaient frappé nos infrastructures critiques à l'époque, pendant la guerre, l'Iran aurait détruit leurs infrastructures critiques. Cela aurait mis fin à l'Arabie saoudite et à ses autres pays. Et aujourd'hui, les menaces que profèrent les États-Unis vont se refléter dans la politique iranienne. Davantage de pression sur l'Iran, davantage de pression sur tous ceux qui coopèrent avec les États-Unis. Donc, si cela continue encore longtemps, comme je l'ai dit, ces régimes sont fragiles, ils ne tiendront pas. Mais quoi qu'il en soit, en l'état actuel des choses, l'influence de l'Arabie saoudite et des États-Unis continuera de diminuer. Nous avons appris, peut-être que ce n'était qu'une rumeur, que l'Irak pousse en faveur d'une nouvelle entente ou d'un nouvel accord de sécurité entre l'Iran, l'Irak et l'Arabie saoudite. Est-ce bien le cas? Y a-t-il eu des discussions autour d'un nouvel arrangement entre l'Arabie saoudite et l'Irak, si je peux le dire ainsi? Car nous savons que le conflit entre l'Arabie saoudite et l'Irak est sérieux, en raison de l'attaque saoudienne contre le gouvernement irakien. Une partie de l'armée irakienne, les forces de mobilisation populaire qui font partie de l'armée irakienne, a été attaquée par l'Arabie saoudite et les États-Unis. Après tout, ils ont dit, ce n'était pas nous, c'était les États-Unis qui frappaient les cibles. Mais cela ne change pas la réalité de ce qui s'est passé. Comment voyez-vous le rôle de l'Irak, alors que Donald Trump fait pression sur lui pour qu'il mette fin à tous ses liens, à chacune de ses relations avec les Iraniens? Eh bien, rappelez-vous, le général Soleimani a été assassiné alors qu'il était allé en Irak. Il allait voir le Premier ministre, le docteur Adel Abdul Mahdi, qui avait reçu un message de l'Arabie saoudite. Et les Américains, et bien sûr Netanyahou, et Trump, l'idiot utile de Netanyahou, ont assassiné le général Soleimani et M. Adel Abdul Mahdi, le chef de la résistance irakienne contre Daesh, ainsi que leurs compagnons. Il les a assassinés à la demande du régime israélien, parce que Netanyahou le voulait. Là encore, cela montre à quel point Trump est stupide. Mais il était là pour apaiser les tensions avec l'Arabie saoudite. L'Iran veut donc de meilleures relations avec l'Arabie saoudite, et l'Irak peut jouer ce rôle. Cependant, des avions américains sont présents sur le territoire saoudien. Les États-Unis accentuent la pression sur l'Iran, et les Saoudiens assistent les États-Unis. Il faut donc régler cela. Sinon, les exportations de l'Arabie saoudite tomberont à zéro. Ces exportations de pétrole tomberont à zéro. Donc, si les États-Unis réussissent à essayer quels que soient les progrès accomplis, ne disons pas qu'ils réussiront, ils ne réussiront pas. Mais s'ils parviennent à accentuer la pression sur l'Iran, l'Iran accentuera la pression sur les intérêts américains dans la région. Cela inclut l'Arabie saoudite. Cela inclut toutes les exportations pétrolières saoudiennes. L'Iran, elles tomberont à zéro. Il n'y a donc aucun moyen d'échapper à cette réalité. Qu'ils invitent l'Iran à rejoindre une coalition, qu'il y ait un triangle, un accord saoudo-turco-pakistanais, ou qu'il s'agisse d'un accord entre l'Arabie saoudite, l'Irak et l'Iran, cela n'empêchera pas l'Iran de faire pression sur l'Arabie saoudite si elle continue de coopérer avec les États-Unis contre l'Iran. So Saudi Arabia has to find a solution to its problems.
L'Arabie saoudite doit donc trouver une solution à ces problèmes. Aller en Turquie, au Pakistan, puis en Irak, ça ne résoudra pas le problème. Elle doit cesser d'être un agent ou un relais des États-Unis, au moins en ce qui concerne l'Iran. Elle peut donner aux États-Unis toutes sortes de choses, vous savez, sa richesse pétrolière. Elle peut faire ce qu'elle veut pour maintenir au pouvoir la famille régnante. Ce n'est pas le problème de l'Iran. Elle peut faire les affaires qu'elle veut. Elle peut vendre. Elle peut même donner Aramco aux États-Unis en cadeau. Ce ne sont pas nos affaires. Elle doit cesser d'être une menace et d'aider les États-Unis à menacer l'Iran. Cela doit cesser. Et bien sûr, le Yémen. And of course, Yemen. And Iraq. Et l'Irak, qui donc, à part l'Iran, sera capable de résoudre le problème en Yémen et l'Arabie saoudite. C'est nu. Saudi Arabia. Iran from the very beginning, during the genocide. L'Iran, dès le tout début, pendant la guerre génocidaire que les Saoudiens et les Émiratis ont menée avec le soutien de tous ces pays et de l'Occident. C'était une guerre de génocide, comme à Gaza. Mais le Yémen, personne, même Al Jazeera, n'a jugé bon de les soutenir. Donc très peu de gens en ont entendu parler. Je veux dire, les gens en entendaient parler par Press TV, qui était sous sanction, ou par certains médias, vous savez, qui étaient favorables au peuple yéménite. Mais les gens, partout dans le monde, n'en ont pas entendu parler. Il y avait le silence. Le monde est donc resté silencieux pendant que le génocide se déroulait. Famine, massacre, meurtre. Pendant cette guerre, l'Arabie saoudite est arrivée au moment où elle a vu qu'elle était en train d'échouer. Ils se sont tournés vers l'Iran et ont demandé à l'Iran de résoudre le problème. L'Iran a répondu, « Vous devez le régler directement. Vous devez aller parler au Yémen. Vous devez parler avec Sanaa. Vous devez résoudre vos problèmes avec le gouvernement de Sanaa. » Les Saoudiens ne voulaient pas le faire, parce que cela aurait impliqué qu'ils acceptaient la souveraineté du Yémen et que le gouvernement de Sanaa était légitime. Et ils ne voulaient pas cela. L'Iran a dit, « Eh bien, nous n'allons pas le résoudre à votre place. Nous pouvons aider à faciliter le dialogue, mais nous n'allons pas résoudre votre problème. La solution se trouve entre les deux capitales, Riyad et Sanaa. » Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et maintenant, on voit que Sanaa est bien plus puissante que les Américains et les Saoudiens ne l'avaient prévu. Ils ont la capacité de faire très mal à l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite peut donc régler cela ce soir. Elle peut le régler demain, tout comme Trump peut régler ses problèmes avec l'Iran ce soir ou demain. Est-ce qu'il va le faire? Non. Est-ce que l'Arabie saoudite va le faire? Nous n'en voyons aucune preuve. Mais au bout du compte, la seule façon de résoudre le problème avec le Yémen, c'est de parler au gouvernement yéménite et de lever le siège. C'est un siège barbare qu'ils ont imposé au Yémen. Et l'Occident ne vous en parlera pas. Al Jazeera ne vous en parlera pas. Al Arabiya ne vous en parlera pas. Mais ce siège se poursuit et il vise les gens ordinaires au Yémen, tout comme le siège américain contre l'Iran. Mais les États-Unis ne peuvent pas affaiblir l'Iran et les Saoudiens ne peuvent pas affaiblir le Yémen. Et ce qui se passe, c'est que l'Arabie saoudite comme les États-Unis s'affaiblissent eux-mêmes en conséquence. Veulent-ils éviter une catastrophe pour eux-mêmes? La solution est claire. Les États-Unis doivent respecter leurs obligations dans le cadre du JCPOA. Que ce soit au nom du JCPOA ou non, cela nous importe peu. Et les Saoudiens doivent mettre fin au siège du Yémen. Ce n'est pas vraiment très compliqué. Mais bien sûr, l'arrogance des États-Unis et l'arrogance des Saoudiens rendent cela difficile, voire presque impossible pour l'instant. Il y a 2 oléoducs dans la région. L'un va jusqu'à Fujairah, aux Émirats arabes unis, et l'autre jusqu'au port de Yanbu, en mer Rouge. Est-ce que l'Iran envisage, à un moment ou à un autre, de s'en prendre à ces 2 oléoducs? Parce que nous avons appris, par le chef du Conseil de sécurité nationale iranien,
que si les États-Unis renforcent les sanctions contre l'Iran, pas une goutte de pétrole ne sortira du détroit d'Ormuz depuis le golfe Persique. Or, ces deux oléoducs partent du golfe Persique pour aller à Yanbu et à Fujairah. Ils restent très dépendants du golfe Persique. Ils en sont très proches. Les installations pétrolières sont proches du golfe Persique. Quelle est la ligne rouge que l'Iran devrait franchir pour aller jusque-là? What is that red line for Iran to go that far? C'est subjectif. Je n'ai pas de réponse claire à cette question. Mais évidemment, si les États-Unis accentuent la pression sur l'Iran, l'Iran accentuera la pression. Et l'Iran fera en sorte que le pétrole de la région cesse de circuler, vous savez, que le flux de pétrole s'arrête. Cela inclut Fujairah, et cela inclut la mer Rouge. L'Iran peut facilement arrêter le flux de pétrole. Je veux dire, ces oléoducs n'y changeront rien. Si l'Iran veut qu'ils s'arrêtent, il les arrêtera. Souvenez-vous, nous en avons déjà parlé, et vous le savez mieux que moi. Les champs pétrolifères sont ici. Peu importe où vont les oléoducs. Ils peuvent aller d'Iraki vers la Turquie. Ils peuvent aller en Syrie. Ils peuvent aller vers leur allié discret, Israël. Ils peuvent aller où ils veulent. Ils peuvent aller jusqu'à la mer Rouge. Ça n'a pas d'importance. L'Iran peut arrêter le flux de pétrole, qu'il vienne d'Arabie Saoudite ou d'ailleurs. Et à l'avenir, s'il y a encore davantage de pipelines, il peut tous les arrêter parce qu'ils ne peuvent pas déplacer les champs de pétrole et de gaz. Ils sont à la portée de l'Iran. Et ces pays dépendent complètement du pétrole et du gaz, contrairement à l'Iran. Le pétrole et le gaz aident l'Iran, les exportations de pétrole, et ainsi de suite. Mais l'Iran a une économie beaucoup plus diversifiée. Il dispose d'une base industrielle. Donc, l'Iran aimerait exporter davantage de pétrole et de gaz, de GNL, d'engrais, et ainsi de suite. Mais ces pays dépendent entièrement de ces produits. Alors, si l'Iran arrête le flux, ces pays ne survivent pas. C'est donc à eux de décider. S'ils n'avaient pas participé à cette guerre, et ils continuent d'y participer parce qu'ils accueillent des forces américaines, c'est comme une épée suspendue au-dessus du peuple iranien. Et cela n'a pas pris fin. Ce n'est pas parce qu'ils ne font pas voler d'avions et ne tirent pas de missiles qu'ils ne sont pas engagés dans une hostilité envers l'Iran. La simple présence de forces américaines dans leur pays est un signe d'hostilité. Nous sommes en guerre contre les États-Unis, donc ces pays sont en guerre contre nous. Mais les Iraniens sont trop polis pour le dire. En revanche, ils disent que si les États-Unis tentent d'étrangler le peuple iranien, il n'y aura plus de pétrole. Cela signifie Fujairah et la mer Rouge. Permettez-moi de vous montrer le tweet, le nouveau message de Donald Trump, qui est tellement incroyable. Je ne sais pas comment il obtient ces informations sur l'Iran. Je ne sais pas. Quelle est sa principale source? Voilà ce qu'il a dit. C'est incroyable, ce dont il parle. C'est de maintenant? Oui. Il écrit « La République islamique d'Iran, en échec, ne paie pas de larges pans de son armée, tout en tuant des manifestants, même lorsqu'ils ne manifestent pas, à un niveau jamais vu auparavant. C'est une crise humanitaire aux proportions épiques, et il faut y mettre fin maintenant. » Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas. On dirait que... Quelle est votre perception? Comment comprenez-vous le fait que Donald Trump, en tant que président des États-Unis, semble ne rien savoir de ce qui se passe en Iran et qu'il attise ces choses-là sur les réseaux sociaux? Comment dire? Vous voyez, Nima, Trump a assassiné le général Soleimani. Il a fait la guerre au pays à 2 reprises, alors que nous étions en négociation dans les 2 cas. Il a signé un accord devant les caméras, le protocole d'accord, puis il a saboté cet accord dès les premières minutes. Il était clair qu'il n'avait aucune intention réelle. C'était simplement, vous savez, pour la galerie. Il gagnait du temps. Il pensait peut-être pouvoir tromper l'Iran, mais il n'y est pas parvenu.
Et l'Iran, bien sûr, a signé l'accord et a négocié pour dire au monde, regardez, nous sommes prêts à résoudre le problème. Certains demandent, pourquoi l'Iran a-t-il signé le protocole d'accord? L'Iran l'a signé pour dire, regardez, nous sommes prêts à résoudre le problème. Nos amis chinois, nos amis des BRICS, nos voisins, ils savent tous que nous avons signé le protocole d'accord. Avant les guerres, l'Iran savait que les États-Unis préparaient une guerre. L'Iran n'était pas naïf. L'Iran dispose de services de renseignement compétents. C'est ainsi que l'Iran a pu détruire tous ses moyens américains dans la région. L'Iran savait ce qu'il faisait. Il se préparait à cette guerre depuis des décennies. L'Iran savait qu'au bout du compte, il y aurait probablement une guerre avec les États-Unis. C'est pour ça qu'il y a toutes ces bases. Enfin, il y a seulement quelques jours, je crois, je suis sûr que vous avez vu les images d'une de ces usines. Vous vous souvenez, je disais que l'Iran avait toutes ces usines de fabrication de drones et de missiles sous terre. Eh bien, pour la première fois, on a vu des images d'usines souterraines. Elles n'ont pas été construites du jour au lendemain. Il a fallu des années pour les créer. Donc, l'Iran sait ce qu'il fait. Mais l'Iran a signé ces accords et négocié pour montrer à la communauté internationale et au peuple iranien que nous ne sommes pas là uniquement pour faire la guerre. Nous voulons nos droits. Nous ne jouons pas un jeu trop ambitieux. Nous avons signé un accord. Nous étions prêts à l'appliquer. L'autre partie n'était pas prête à l'appliquer. Et cela renforce l'Iran, soit dit en passant. Parce que maintenant que l'Iran va se montrer plus ferme, tout le monde comprend pourquoi l'Iran est plus ferme aujourd'hui. Parce que nous avons essayé la voie diplomatique, et l'autre partie n'était pas prête à s'y engager. Donc, à l'heure où nous parlons, les États-Unis intensifient la pression sur l'Iran. L'Iran va intensifier la pression sur les États-Unis. Et la nomination du docteur Rezaei est arrivée, je pense, au bon moment, avant que Bessent ne fasse ses déclarations. Trump est déconnecté de la réalité, et il l'a toujours été. Mais je pense que c'est plus que ça. Je ne crois pas vraiment à certaines déclarations qui ressortent de ce qu'on voit dans les médias occidentaux. Vous savez, les médias occidentaux disaient que dans la Situation Room, tout le monde était contre ça. Et Trump, vous savez, je ne pense pas que ce soit comme ça. Les médias occidentaux essayent de dire qu'il a tenté de blanchir tout ça. C'est aussi la vidéo que vous avez mentionnée. Oui, c'est exact, c'est exact. À gauche, c'est le chef des forces armées, et à droite, le ministre de la Défense par intérim, parce que le ministre de la Défense a été martyrisé pendant la guerre par les États-Unis et le régime israélien. Donc, quoi qu'il en soit, oui, c'était, je pense, avant-hier ou le jour d'avant. Je n'en suis pas tout à fait sûr, mais cela ne s'est pas préparé au cours des 6 derniers mois. C'est le fruit d'années de travail, de nombreuses années de travail. Donc, en tout cas, je pense que les gens autour de Trump n'ont probablement pas dit que c'était une mauvaise idée. Ils ont sans doute dit « Oh, ça pourrait ne pas marcher ». Il est possible que ce soit bien plus difficile que ce que Netanyahou et le Mossad disent. C'est probablement ce qu'ils disaient. Parce que, si vous regardez les élites occidentales, au début de la guerre, il n'y avait pas d'opposition nette. Une poignée de personnes. Puis, progressivement, au bout de quelques semaines, on a vu les élites critiquer de plus en plus Trump et la guerre. Mais pendant la première ou les 2 premières semaines, pas tant que ça. Pas tant que ça. Je ne pense pas que même Tulsi Gabbard et les autres imaginaient que ça finirait aussi mal. Ils disaient probablement que ce serait un bourbier, mais ils pensaient sans doute que l'Iran ne pourrait pas être aussi efficace, aussi uni et aussi déterminé à vaincre les États-Unis, avec ses alliés, bien sûr. Je ne pense qu'aucun d'entre eux s'attendait à ce que ça tourne comme ça. Je suis sûr qu'ils avaient des inquiétudes. Je suis sûr que ces inquiétudes ont été exprimées.
Mais je pense que les médias réécrivent beaucoup l'histoire de la période qui a précédé la guerre. Et là, je pense qu'ils essayent de blanchir Tulsi Gabbard à l'avance. Ils n'étaient probablement pas totalement favorables à la guerre. Ils étaient probablement inquiets ou critiques, mais je ne pense pas qu'ils s'attendaient à ça. Do we have when it comes to En ce qui concerne l'architecture de sécurité de la région, lors de ces réunions entre l'Iran et l'Irak, le Pakistan, et dans les discussions en coulisses, vous avez d'ailleurs dit que, depuis le début de la guerre, il y avait toujours eu des discussions en coulisses, des contacts et des pourparlers entre l'Iran, l'Arabie saoudite et d'autres pays du Golfe. Comment ces pays perçoivent-ils la sécurité de la région? Parce que cela concerne tous ces pays ensemble. Et dans la situation où ils se trouvent aujourd'hui, ils doivent bien parvenir à une forme d'accord au bout du compte. Est-ce que cela sera possible dans un avenir proche? Ou bien pensez-vous que cela va rester lointain à mesure que le temps passe et que le conflit se poursuit? Honnêtement, Donald Trump ne semble pas avoir de plan. Vous savez, il laisse la responsabilité sur les épaules de ces pays situés en Asie occidentale, qui se soucient de leur économie, et de leur avenir et au populaire. they care about their economy, their future, their people. These countries, they have to first survive. Ces pays doivent d'abord survivre. Les régimes de la péninsule arabique, on ne sait pas clairement s'ils vont survivre. Donc ils doivent d'abord prendre une décision qui les aide à survivre. Tant qu'on n'en sera pas là, ces discussions ne pourront être que provisoires. On peut discuter pour régler des problèmes au cours des 5 prochains jours ou des 2 prochaines semaines. D'accord. On peut parler des Émirats arabes unis et de l'Iran, qui coopèrent pendant quelques jours sur certaines questions bilatérales avec les Saoudiens, avec les Qataris. Mais au bout du compte, ils aident les États-Unis à faire la guerre à l'Iran. Et tant que cela continuera, ils continueront à s'affaiblir jusqu'à atteindre un point de bascule. Je veux dire, à un moment donné, le Qatar va s'effondrer. Ces bâtiments qu'ils ont construits sont vides. Ce sont des coquilles vides, les Émirats. À un moment donné, ils vont s'effondrer. At some point, they'll fall apart. You know, these empty buildings are worth nothing. Ces bâtiments vides ne valent rien et ils resteront vides pour toujours si ça continue. Donc à un moment donné, ils doivent prendre une décision. Est-ce qu'ils veulent rester ou est-ce qu'ils vont simplement écouter les Américains, puis finir par s'envoler vers leur palais en Europe et laisser leur population à la merci des événements? Ils doivent prendre une décision. Nous ne voulons pas de cette guerre. Il leur suffit d'y mettre fin. Alors oui, les discussions continuent, mais nous ne pouvons pas. Vous savez, pour revenir à ce que vous disiez sur les Saoudiens, les Irakiens, le Pakistan et la Turquie, oui, on peut parler. Mais tant que les Saoudiens financeront l'occupation militaire américaine, tant qu'ils aideront l'armée américaine à pouvoir attaquer l'Iran, et qu'ils aideront l'armée israélienne à attaquer l'Iran en aidant les États-Unis, il n'y aura pas de solution à long terme. Il ne peut pas y avoir d'accord de sécurité régionale, donc il faut régler ça d'une manière ou d'une autre. La meilleure solution, ce serait que Trump trouve une porte de sortie, déclare victoire et s'en aille. Qu'il force les Israéliens à mettre fin à l'occupation et au génocide et à remettre les avoirs iraniens en disant que l'Iran a perdu la guerre et que c'est le moins qu'on puisse faire pour aider les Iraniens qui meurent de faim, ou peu importe. Vous voyez, comme les absurdités qu'on lit dans ce post sur Truth Social. Maintenant qu'on a gagné, on peut remettre cet argent, ou peu importe. On peut dire ce qu'on veut. C'est la seule voie possible pour mettre en œuvre le protocole d'accord. Et une partie de cette mise en œuvre, c'est que ces régimes ne doivent plus accueillir de forces américaines, parce que c'est une menace pour l'Iran. Encore une fois, les solutions ne sont pas compliquées.
Mais la volonté n'existe pas parce que ce ne sont pas des pays souverains et l'Empire est trop arrogant pour se retirer. Donc l'Iran va accroître la pression. À mesure qu'ils mettront davantage de pression sur l'Iran, l'Iran exercera bien plus de pression sur eux. Et ce sont des régimes fragiles. S'ils s'effondrent, Nima, je n'ai aucun doute, l'impact sur l'économie américaine sera énorme. Il l'est déjà. Mais ce sera bien pire. Ils peuvent faire du mal à l'Iran. Personne ne le nie. Ils peuvent lui causer des difficultés. Vous savez, j'étais sur Channel 4 News hier soir, et ça m'a bouleversé de voir le sujet d'introduction avant l'interview. Channel 4 News, qui est censé être, je ne sais pas, un peu différente de la BBC, plus critique, disons. L'introduction, le sujet diffusé avant mon entretien avec le journaliste, disait essentiellement que la pression de Trump donne une voix aux gens et que les manifestations vont, autrement dit, il justifiait Trump. Il ne disait pas à quel point il est barbare, qu'il cible les femmes et les enfants. Il disait que ces sanctions font perdre leur emploi aux gens, que les gens ont faim, qu'il y a moins de nourriture, et ainsi de suite. Et je crois qu'ils ont littéralement dit que les gens trouvent leur voie. Ça montre que l'Occident est irrémédiable. Nous ne pouvons pas travailler avec ces gens-là. Nous ne pourrons jamais leur faire confiance. Donc nous devons les vaincre. C'est la seule voie possible. Et les vaincre, ça veut dire que la menace contre l'Iran doit disparaître. Et cela ne peut arriver que si les États-Unis se retirent. Un document signé ne nous suffit pas. Les États-Unis doivent retirer leurs forces. Les États-Unis doivent restituer les avoirs qu'ils ont volés. Le régime israélien doit quitter le sud du Liban. Les meurtres, le fait de tirer sur de petites filles à Gaza, doivent cesser. C'est le minimum pour nous. Alors vous savez, quand vous voyez Channel 4 News se comporter de façon aussi monstrueuse, comme un organe de propagande nazie, imaginez à quoi ressemble le reste des médias occidentaux. Imaginez ce que pensent les élites en Occident. Vous ne pouvez pas leur faire confiance. C'est bien là, vous savez, la classe Epstein. Donc, l'Arabie Saoudite, les Émirats, s'ils veulent rester, si le Qatar veut rester, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils doivent mettre fin à cette guerre. Ils doivent y mettre fin définitivement. L'Iran ne formule pas des exigences extraordinaires. Les demandes de l'Iran sont raisonnables. Rendez-nous ce qui nous a été volé, retirez vos forces, arrêtez les tueries, arrêtez le massacre. C'est tout. Mais apparemment, aux yeux des États-Unis, ce sont des exigences excessives. Eh bien, tant qu'ils penseront ainsi, et tant que les journalistes européens penseront ainsi, cela va continuer. Et la situation va continuer à se dégrader. Et à un moment donné, ils connaîtront une crise économique. Alors ils devront commencer à regarder dans leur propre réfrigérateur au lieu de regarder dans les nôtres. Puisque vous avez évoqué le cas de la Palestine, laissez-moi vous poser une question sur la colonie E1 en Cisjordanie, qui a été condamnée par l'Union européenne. Et de nombreux pays de la région, en Asie occidentale, l'ont également condamnée. Mais quand il s'agit d'être plus pragmatique, plus efficace, on ne voit rien venir de la communauté internationale. Comment l'issue de ce qui s'est passé jusqu'à présent en Asie occidentale influencera-t-elle le cas de la Palestine? Pensez-vous qu'il viendra un moment où, dans l'intérêt du peuple palestinien, tous ces pays parviendront à une forme d'accord? Eh bien, si les Européens ne veulent pas que leurs économies s'effondrent, ils vont devoir faire quelque chose. Je veux dire, ils vont devoir agir sur cette question. L'Occident va devoir faire quelque chose parce qu'ils... Enfin, ne croyez pas qu'ils prennent vraiment au sérieux leurs critiques envers Israël. C'est juste de la mise en scène. L'une des choses que j'aime chez Electronic Intifada et Ali Abounimah, c'est que
L'une des choses qu'il fait parfois, c'est de troller ses diplomates occidentaux en Israël et les diplomates de l'Union européenne en Israël. Et quand vous regardez leurs tweets, vous voyez qu'ils sont, vous savez, ils aiment Israël. Ils aiment Israël. Ils se moquent du génocide. Les diplomates en Palestine occupée, allez voir leurs tweets et vous croiriez que tout va bien, que tout est merveilleux. Et lui, il les interpelle constamment. Il expose constamment leur hypocrisie. Ce sont vraiment, vraiment des gens malfaisants. Et bien sûr, tout le corps diplomatique. Enfin, qu'ils soient diplomates en Iran ou ailleurs, où qu'ils soient, ils sont tous pareils. Ils représentent des régimes qui contribuent au génocide. Ces déclarations hypocrites ne signifient rien pour nous pendant qu'ils tirent sur de jeunes enfants. Le régime israélien, ses gouvernements les aident. Leurs déclarations servent à maintenir le calme chez eux parce que leurs populations se sont retournées contre le régime israélien. Alors ils doivent faire semblant. Ils doivent dire « Oh, ce n'est pas bien ». Mais regardez le Canada. Le Canada sanctionnera l'Iran, sanctionnera le Hezbollah, sanctionnera tout le monde, condamnera l'Iran jour et nuit. Mais quand ses propres citoyens sont tués par le régime israélien, il ne fera rien. Il publiera une déclaration. Quand des citoyens américains sont tués par le régime israélien, ils publieront une déclaration. Les Américains, eux, ne publieront même pas de déclaration. Les Canadiens le feront peut-être. Les Européens, non. Mais ils ne feront rien à ce sujet parce que, vous savez, ils soutiennent le génocide. Donc tant que ça continue, voilà, vous savez. Mais concernant l'Iran, vous voulez que le détroit d'Ormuz reste ouvert. Vous voulez que vos économies, vous savez, parce que vous êtes en guerre avec la Russie et en guerre avec l'Iran. Vous voulez que la guerre avec l'Iran que vous avez déclenchée prenne fin. Vous l'avez déclenchée, vous les Européens, parce que les Européens ont aidé les États-Unis et qu'ils sont dans leur camp. Ils soutiennent les États-Unis. Ils veulent que ça s'arrête. Ils savent quoi faire. Ils doivent arrêter le génocide. Alors, quand vous regardez les tweets et les déclarations des ambassades européennes en Palestine, puis que vous les comparez aux déclarations creuses de leur gouvernement, vous voyez bien que tout est faux. Tout ça, c'est de la mise en scène. Ils veulent faire semblant d'être civilisés. Ils ne le sont pas. Ils ne sont pas civilisés. Thank you. Merci. So much, Professor Merci beaucoup, Marandi. professeur Marandi, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. C'est toujours un grand plaisir d'être dans votre émission, Nima. Et je veux simplement rappeler à vos téléspectateurs de toujours garder Gaza, la cause vivante, de rappeler aux gens ce qui s'y passe. Vous savez, parfois, c'est très difficile, rien que de voir. Vous savez, quand je me réveille le matin, je redoute de consulter mon compte Twitter. Je n'aime pas ça, parce que je sais que dès que je le consulte, je vais voir encore plus d'images d'enfants morts, d'adolescents morts, de femmes mortes, chaque jour. Depuis 3 ans maintenant, vous savez, chaque jour, on redoute ça. Moi, c'est comme ça. Le matin, je me réveille, vous savez, je fais certaines choses, puis après, une fois que j'ai réglé ce qu'il y a à régler, je fais ce que j'ai à faire. Ensuite, je vais sur mon compte Twitter et je dis simplement, je ne veux pas voir ça. Je ne veux tout simplement pas voir ça. Et puis quand vous le voyez, c'est exactement ce à quoi vous vous attendez. Davantage d'enfants morts, davantage de frappes aériennes, davantage de massacres, davantage de meurtres et davantage de soutien occidental à ce génocide. Alors nous devons continuer, tous vos téléspectateurs doivent agir. Malheureusement, ces gouvernements régionaux ont rejoint ce faux, comment ça s'appelait, le Conseil de la paix. Ils sont allés en Égypte. Ils ont rejoint le mouvement. Ils se sont inscrits. Ils ont détruit l'élan qui grandissait partout dans le monde, toutes ces manifestations à travers le monde. Ils ont tout gâché
et ils ont aidé Netanyahou et Trump. Et pendant toute cette période, ils n'ont rien fait, alors que le génocide se poursuivait. Et bien sûr, au Liban aussi. Ces gouvernements sont donc désespérants. Mais les gens, ceux qui sont engagés, doivent l'être encore davantage qu'avant. Je ne veux pas dire qu'ils doivent détruire leur famille ou négliger leurs obligations familiales ou professionnelles. Mais pendant leur temps libre, nous tous, enfin moi, pendant mon temps libre, nous devons faire ce que nous pouvons pour mieux faire connaître ce qui se passe à Gaza, en Palestine, en Cisjordanie et au Liban, mais surtout à Gaza et en Cisjordanie. I don't know. You heard about the kites. Je ne sais pas. Vous avez entendu parler des cerfs-volants en Israël. Ils parlent de ces enfants en Palestine. Ils utilisent des cerfs-volants et ils disent « Voici une séquence montrant l'un de ces enfants en train de déchirer les cerfs-volants qu'il a fabriqués. » Oui, j'ai vu ça. Oui, montrez-le. Oui. Oui. Ce sont des monstres. Because These are Israel is ready. monsters. Every Zionist on this planet is a monster. Chaque sioniste sur cette planète est un monstre. Toute personne qui facilite l'action des sionistes et du sionisme est un monstre. Ce sont tous des monstres. C'est évident. Ce sont des monstres, de haut en bas. Qu'ils se déclarent ouvertement sionistes ou qu'ils facilitent le sionisme, ce sont des monstres. Ce qui se passe est tragique. It's tragic what's going on. Thank you, Professor Merci. Randy, for being with us. Merci, professeur Ronzi, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Nous ne parlons pas toujours de bonnes choses, mais c'est un grand plaisir de vous parler. Great pleasure to talk with you. C'est un honneur, Nima. Merci.